Thibaut, bonjour. Première question, elle est assez simple. Comment ça va? Bah, très bien, je suis bien ici à Paris là. Dans vos locaux, c'est classe en tout cas. Bah écoute, vu qu'on sait recevoir, première question tout de suite. Est-ce que tu peux me donner la marque de ton shampoing, s'il te plaît? Je l'ai su, mais je la connais plus. Ouais, ok, on ira voir pour faire un contrat avec eux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton enfance et notamment comment tu en es arrivé à lancer tes premières fléchettes finalement. Oui, bah, moi j'ai 35 ans, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Donc c'est grâce à mon père qui a pu m'accompagner. Et lui, pour la petite histoire, donc il a commencé, on peut dire, quasiment en même temps que moi. Il a une saison, une licence de plus que moi. Donc lui, il a commencé sur le tard à 46 ans. Et donc, quand moi je l'ai vu installer une cible à la maison et s'entraîner, bah, j'ai voulu, à l'âge de 12 ans, faire pareil, hein. On veut imiter souvent ses parents. Et c'est comme ça que ça m'a pris relativement tôt, en tout cas pour ce qui est les fléchettes, parce qu'évidemment, il y a d'autres sports où on commence beaucoup plus tôt, mais les fléchettes, ça a été à 2 ans pour moi. Et en parallèle de ça, j'ai fait beaucoup d'autres sports. J'ai fait du judo à l'âge de 5 ans, pendant 15 ans, du foot aussi, mais en parallèle, quoi. Mais voilà. Et j'ai cru lire que tu rentrais de tes premiers tournois de fléchettes en pleurant lorsque tu perdais. Ça, c'est logique, quand on est petit, on déteste la défaite. En tout cas, moi, c'était le cas. Et c'est ce qui fait que je pense que je suis arrivé à ce niveau-là maintenant. C'est-à-dire que j'ai jamais aimé perdre. Très peu de gens aiment perdre, mais j'ai tout de suite eu l'instinct de compétiteur. Et oui, et après, j'avais un gros problème quand même psychologique, c'est que sur le papier, souvent quand j'étais junior, donc junior, ça catégorie jusqu'à 18 ans, on peut dire que j'étais plus ou moins favori, mais je perdais souvent en finale. On m'appelait même le leader des fléchettes à l'époque, parce que psychologiquement, je craquais quoi, en finale. Et ce qui fait que j'étais souvent en pleurs parce que je comprenais pas comment c'était possible quoi, d'échouer à chaque fois en finale. Mais avec le temps, j'ai appris à gagner une finale, à savoir gagner une finale. Et c'est pas évident, évidemment, hein. Mais voilà, après, j'ai toujours eu cette envie de toujours gagner. Et justement, au fil des années, tu t'es quand même mis à gagner pas mal. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période où tu étais encore dans le monde amateur, mais où là, tu enchaînais les succès à ce niveau-là? Euh, En fait, je vais essayer d'être bref, mais de l'âge de 12 à 18 ans, je suis en catégorie junior, donc mineur, hein, moi. Et donc là, j'ai fait tout le parcours. Après, en toute logique, j'ai commencé par le niveau départemental, puis régional, puis national, donc jusqu'à devenir quand même champion de France junior la dernière année. J'ai eu cette chance de pouvoir, déjà quand j'étais gamin, de pouvoir jouer enseignant. En fait, je faisais 2 tournois dans la même journée. Et ça m'a fait progresser assez vite. Et ça m'est même arrivé, en tout cas à l'échelle départementale, mais de gagner simultanément, enfin dans les 2 tournois le même jour, donc en senior et en junior. Les gens qui me côtoyaient savaient que il y avait quelque chose à faire de moi, quoi. Enfin, après, moi, j'ai rapidement intégré l'équipe de France à 20 ans. Je pense que je devais être un des plus jeunes dans l'histoire des fléchettes. Et j'ai eu cette chance, c'est une volonté de ma part, de m'exiler en Belgique. Donc c'est pas très loin, mais la Belgique, c'est un gros pays de fléchettes. Ça m'a permis de faire une sorte de sport-études non officiel. Donc pendant 3 ans, j'ai pu, en parallèle de mes études, continuer à jouer aux fléchettes à un bon niveau. Et là, j'ai passé encore plusieurs caps, on va dire. Et quand je suis revenu en France, en fait, j'ai eu cette confiance en moi. Et ce niveau de jeu qui avait augmenté. Donc j'arrivais, vers 23 ans, j'ai commencé à devenir champion de France sur plusieurs années. Mais encore, à ce moment-là, j'étais encore amateur. Et ça fait que 3 ans que j'en vis maintenant. Donc c'est encore récent. Parce qu'en France, on se dit pas qu'on va devenir professionnel. C'était pas dans mes objectifs de vie. Et justement, comment s'est fait cette bascule vers le monde pro finalement? Parce que tu as dû allier un temps au moins ta passion et un autre métier. Ouais, c'était compliqué hein, de concilier parce que si on veut progresser aux fléchettes, donc il faut savoir se déplacer à l'étranger, donc se confronter aux meilleurs, européens notamment. Et donc c'est du temps et de l'argent. Donc quand on a un métier à côté, ça a été compliqué. Donc ma progression a été ralentie, on va dire, pendant des années. J'ai toujours joué dans cette optique de progresser. Et en fait, je stagnais peut-être à certains moments, mais tant que j'avançais, j'avais cette ferveur, cette volonté de continuer. Et donc, si j'avais pas
si j'avais pas évolué, je pense que j'aurais arrêté les fléchettes depuis, en fait. Parce que cet instinct de compétiteur m'animait, mais voilà, j'avais besoin de toujours aller de l'avant et d'aller plus haut d'année en année. Donc, ce qui fait que je suis arrivé dans le monde professionnel maintenant. L'avantage des fléchettes, c'est qu'on peut jouer très tard. Donc, à 32 ans, je répète, en fin de carrière dans un autre sport, dans la plupart des autres sports. Et en fait, aux fléchettes, j'avais encore cet espoir de pouvoir basculer professionnel. C'était une sorte de pari finalement. Nous, chez Winamax, on est assez à l'aise avec les paris. Tu as fait un petit peu un pari sur toi-même. Ouais, et moi-même, et puis ma compagne, en fait, à l'époque, pardon, c'est toujours la même, Marie, qui justement, il y a un peu plus de 3 ans, qui m'a dit, je vois que tu rêves, c'est un rêve de gamin, et pourquoi tu n'essayes pas de le vivre? Et donc, j'ai aussi sacrifié à ce moment-là, j'ai tout arrêté, en fait, pour me consacrer aux fléchettes. Donc, financièrement, c'était aussi un peu délicat pendant quelques temps. J'ai mangé un peu de patates pendant des mois. Non, mais c'était un pari, en tout cas. Je m'étais donné, en tout cas, à l'époque, je me souviens, 1 an, en fait, pour réussir. Si au bout d'1 an, je ne parvenais pas à avoir des résultats sur le plan international, je retournais un peu à la case départ. Mais j'ai eu cette chance, c'était une grosse pression, mais tout a basculé sur cette année-là, quoi. Et puis un jour, tu as obtenu la fameuse Tour Card PDC. Oui. Donc voilà, mais avant ça, il y a quand même eu le WDF et le Modus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette entrée en matière et puis l'obtention de cette fameuse? Ouais, c'est important d'en parler parce que les gens actuellement, ou ceux qui découvrent les fléchettes, ne jurent que par la PDC, qui est forcément le Graal, l'organisation qu'on voit partout à la télé, qui est la plus médiatisée. Mais évidemment, avant ça, il y a l'antichambre qui est la WDF, donc la World Darts Federation, qui est la fédération mondiale amateur. Et je pense que c'est le chemin qu'il faut emprunter pour espérer un jour devenir pro, parce qu'on ne devient pas excellent du jour au lendemain. Donc il faut passer par ces expériences internationales avec un niveau plutôt correct. Voilà, j'ai eu cette chance. J'ai travaillé pour, mais voilà, j'ai un petit palmarès dans ce monde amateur international, donc vice-champion du monde amateur, avec aussi des victoires on peut dire de prestige au Pays de Galles, Danemark, l'île de Man aussi, c'est assez particulier, mais c'est un gros tournoi parce que, comme on sait, les fléchettes sont très répandues dans les pays anglo-saxons, donc ce qui fait qu'il y a un gros niveau de jeu quand même global. Donc en Italie, voilà aussi en Espagne, et cette accumulation d'expérience et de victoires finalement m'ont permis de grandir, de prendre confiance en moi et de prendre conscience que je pouvais à un moment donné rivaliser avec les plus grands. Enfin, ça s'est fait crescendo. Et encore maintenant, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin pour espérer rivaliser avec les meilleurs, qu'on connaît tous comme Luke Littler et Luke Humphries notamment. Mais voilà, ça fait partie en tout cas de cette aventure. Et c'est pour ça que je ne lâche pas, parce que je sais que j'ai cette forme de résilience. Je suis patient. Donc, mais ce parcours international amateur, en tout cas, est très important. Et j'ai toujours dit qu'il ne fallait jamais griller les étapes. D'accord, donc tu as beaucoup parlé de ta progression. Quelles sont, selon toi, les qualités principales pour être un très bon joueur de fléchettes? La toute première, c'est l'adresse. Il y a des gens qui sont adroits naturellement. Il y en a d'autres qui vont travailler 2 fois plus, qui vont passer beaucoup de temps à s'entraîner à la maison, ou pas que, à s'entraîner aussi avec d'autres personnes, et puis peut-être dans des établissements adaptés. Mais moi, à titre perso, c'est un peu prétentieux, mais on disait de moi que j'avais quand même une certaine adresse naturelle. C'était un peu inné. Et je vois bien, mon père qui a commencé à 46 ans, a tout de suite été bon aussi. Et je sais, mon grand-père était très bon à la pétanque, bout de bretonne, palais. Et je pense que ça, il y a un peu de génétique quand même dans l'adresse. Et forcément, quand on a des facilités au départ, on est tout de suite pris par le jeu et on est motivé. On a envie de jouer. Donc j'ai passé beaucoup d'heures qui m'ont fait progresser. C'est le plan psychologique qui c'était un problème. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de mal j'ai toujours eu un problème de confiance en moi, donc ça, j'ai dû travailler en parallèle des fléchettes. Et puis après, l'expérience font que j'ai
j'ai passé des caps psychologiques. Après, il faut savoir calculer aussi. Il faut être à l'aise avec les chiffres. Ceux qui n'aiment pas les maths, bah, c'est compliqué. Voilà, après, c'est du calcul mental au départ. Voilà, après, moi, au bout de 15-20 ans, je calcule même plus. Hein, tout est automatisé. Parce que les combinaisons, à force de les jouer, je les connais par cœur. C'est plusieurs aspects. Voilà, de la dextérité, voilà, du calcul. Et aimer la compétition si on veut aussi progresser. Parce qu'on pourrait très bien jouer entre copains dans son garage et le faire toute sa vie. Finalement, ça serait pas plutôt un sport de rythme, en fait, plus que de précision? Tu parlais du calcul, tu parlais de la répétition. Il y a quand même cette dimension très, très rythmée, j'ai l'impression, dans la performance. Ouais, effectivement, en cours de match, il faut essayer de garder la même cadence, pas se précipiter. Et finalement, ça vient aussi de la gestion des émotions, parce que sous pression, sous stress, on peut aussi accélérer et s'adapter au rythme de l'autre, alors que le jeu veut que ce soit au joueur d'imposer son rythme, en tout cas de jouer à son propre rythme. Et dans les moments un peu moments clés, il faut savoir rester le même. Durant cet échange, on a évoqué les fléchettes comme étant un sport. Officiellement, ce n'est pas encore reconnu comme tel en France. Quel est ton avis, toi, là-dessus? Oui, bah, forcément, moi, c'est assez subjectif, hein, comme je suis dedans comme depuis plus de 20 ans. Je peux comprendre les gens qui ne le considèrent pas comme un sport parce qu'ils pensent que ça doit être systématiquement physique. Je sais pas, le poker, c'est un sport? Si c'est un sport ou pas. Mais en tout cas, il y a des activités beaucoup moins physiques qui sont considérées comme un sport. Moi, je considère les fléchettes comme un sport parce que déjà, c'est devenu mon métier, mais parce que je m'entraîne, je fais des sessions d'entraînement à la maison, tel tout sportif le ferait pour sa discipline. J'ai les mêmes contraintes en termes de voyage, je me déplace toutes les semaines à l'étranger. Et puis il y a cette gestion, comme je disais, psychologique, préparation mentale, qui est valable vraiment dans tous les sports. Donc voilà, après, quand je discute avec d'autres sportifs, on va dire des vrais sportifs de haut niveau, en tout cas on a le même langage, on se comprend et on a l'impression finalement de faire le même métier, entre guillemets. Moi je sais que j'arrive à gagner ma vie, je passe des moments émotionnellement très très forts. Mes matchs sont télévisés, il y a un public très présent, très nombreux. Donc tous les paramètres sont réunis en tout cas pour que ce soit une discipline reconnue comme un sport. Et peut-être que cette discipline a aussi beaucoup souffert on va dire, de l'ambiance bar, de cette proximité qu'on lui prête avec l'ambiance bar. Mais en contrepartie, on sent une vraie volonté, notamment de la PDC, de professionnaliser cette discipline et comme tu le dis, de mettre des éléments du sport un peu plus courants. Toi, tu penses que ça Ouais, a un sens? en fait, cette image, on ne pourra jamais vraiment s'en détacher parce que culturellement, historiquement, les fléchettes sont nées dans un pub en Angleterre. Et après, voilà, maintenant on trouve des fléchettes un peu partout dans le monde. Mais si on voit pendant les compétitions en PDC, on peut s'imaginer pour le public qu'on a affaire à un bar géant. Hein. Les gens sont là aussi à la fois pour assister à un super match de fléchettes, mais aussi pour passer un bon moment entre copains. Donc c'est assez festif et convivial. Après, nous, joueurs, on est là pour faire le spectacle. C'est vrai que moi, j'ai toujours lutté un peu contre ces clichés. C'était important en termes d'image aussi et en termes de sponsoring. Après, je vois que si ça fonctionne autant, c'est que ces supporters, ces fans, ont besoin de se retrouver dans une ambiance telle quelle. Et donc, je pense je vois en Angleterre, où les fléchettes sont creusées comme un sport, ils n'ont pas de mal à dire que c'est un sport de pub. Et après, voilà, ils ont une autre vision aussi du sport, parce que le snooker est aussi très populaire là-bas et on a un peu les mêmes contraintes, un peu dans le même esprit. On parle beaucoup de l'aspect alcoolisé des spectateurs. Est-ce que toi, tu sais si certains joueurs jouent même eux-mêmes alcoolisés ou il y a vraiment une approche Non, il ne faudrait pas parce que on est quand même télévisé, on est en direct.
il y a beaucoup d'enjeux financiers. Et puis en termes d'image, c'est sûr que quand on joue entre copains, bah, au départ, quand on est amateur, il y a peut-être une bière qui traîne, mais à mon avis, il faut être professionnel. Donc dans l'attitude, donc voilà, on est obligé de faire hyper gaffe, quoi. Euh, et voilà, on est sous pression et c'est une gestion, c'est un travail à faire sur soi-même, quoi. Sous pression, mais sans pression, du coup. C'est tout l'enjeu. Tu nous confiais tout à l'heure te sentir assez proche d'autres sportifs professionnels, notamment dans ta préparation. Est-ce que tu peux justement nous détailler ton entraînement à toi d'un joueur de fléchette professionnel? Oui. Je dois avouer que depuis que je suis sur le circuit pro, finalement, j'ai peu de temps pour m'entraîner à la maison. Je pense qu'en fait, le gros du travail a été fait aussi en amont pendant des années, mais je dis ça parce qu'on a tellement de tournois qu'on reste toujours alerte, on a toujours, comme on dit, un peu la main chaude. Comme je dis, c'est quasiment un tournoi par semaine, donc et systématiquement à l'étranger. Moi, je pars de ma Bretagne profonde pour me diriger souvent en Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, donc c'est pas très loin, mais ça prend quand même la journée, donc 2 jours aller-retour. Donc, ce qui fait que la semaine est vite bien entamée. Donc quand quand je rentre chez moi, bah, j'ai pas forcément envie de m'entraîner, je m'entraîne très peu, vraiment histoire de garder confiance, mais en tout cas je progresse grâce vraiment aux compétitions. Le fait d'affronter les meilleurs joueurs font que naturellement j'élève mon niveau de jeu. Donc c'est ça un peu on va dire mon quotidien, enfin à l'année. C'est beaucoup de compétitions. Après, quand j'essaye du coup de rester en confiance, donc de ne pas avoir trop de travail mental à effectuer, je mise vraiment sur l'expérience. Après, à la maison, ça m'arrive hein, de passer une soirée aussi à jouer avec les copains, mais ça c'est rare. Mais quand, ouais, j'aime bien jouer. Enfin, là maintenant, j'ai l'impression de jouer tout le temps en mode sérieux et des fois c'est pesant, mais c'est ce que j'ai voulu aussi. Donc, comme tu le disais, il y a les entraînements à la maison, il y a les compétitions à huis clos et il y a aussi les compétitions avec du public. Est-ce que tu peux nous parler des différences, notamment mentales, de pression entre Ouais, ces c'est ça. différents événements? C'est ça, hein, quand je suis chez moi, j'ai une pièce dédiée à ça, mais je suis tout seul. Voilà, ça fait 15 mètres carrés, même pas 10 mètres carrés. Euh, euh, Après, on a les Player Championships, qui sont effectivement des tournois à huis clos. Donc, on est 128 joueurs pro dans la même salle. Il y a 16 cibles. Et donc là, déjà, on y a une différence parce qu'on a de l'adversité, on a de la présence en face, on a un arbitre aussi. Par contre, l'ambiance est feutrée et calme. Enfin, il n'y a pas de supporters, contrairement du coup au tournoi télévisé qu'on voit, où là, on a, oui, 3 000 4 000, voire plus. Et donc, mon objectif, moi, c'est justement de m'imaginer dans cette pièce d'entraînement, sur le podium. Et quand j'y arrive, c'est le pari est gagné, c'est-à-dire que je suis dans ma bulle et je suis à l'aise. Par contre, si je réalise qu'il y a tous ces milliers de spectateurs qui ont les yeux braqués sur moi, là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, dans une ambiance de folie, voilà, les gens réagissent quasiment à chaque fléchette lancée. Donc, ça peut être déconcertant. Il faut vraiment réussir à se mettre, comme je disais, dans sa bulle. Moi, j'ai tendance à regarder un peu le sol, je regarde pas trop le public. Vraiment focalisé sur mon jeu. Et à partir du moment où je commence à avoir les regards un peu dirigés vers le public, vers le fond de la salle, c'est que j'ai perdu le fil un peu du match et la concentration. Donc là, ça devient un peu plus compliqué pour moi. Mais oui, c'est 3 ambiances différentes. Il faut savoir s'adapter aux 3. Mais j'aime ça, c'est ce qui fait le charme aussi des fléchettes. C'est ce qui fait que maintenant on est devenu quand même une discipline très regardée, très médiatisée. En Angleterre, c'est quand même la deuxième discipline après le foot, donc c'est pas rien. En Allemagne, ça fait des millions d'audience. Donc voilà, et c'est grâce à cette ambiance aussi de fou, quoi. C'est n'importe quoi. Cette ambiance de fond, on la retrouve notamment au championnat du monde auquel tu as pu participer déjà 2 fois. Comment on se sent quand on rentre sur cette scène déjà? Eh ben,
La PTC, c'est un peu approprié les règles du catch. Et on voit bien, il y a une entrée de joueurs. Chacun son entrée, pardon, sous une musique personnalisée, ou en tout cas, chacun sa propre musique, avec son propre surnom sur le maillot. Donc, on a l'impression d'être une star. Ouais, vraiment. On a tous ces fans le long du couloir là, qui mène à la scène. On doit signer des autographes, des selfies. Toute première fois que j'ai vécu ça, je me suis demandé ce qui m'arrivait, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Enfin, je vis un rêve de gamin. Et donc maintenant, je me suis davantage habitué, même si ça reste encore assez impressionnant. Mais on est loin finalement, on est loin de la partie de fléchette, même dans un pub où il y aurait peut-être que 5-10 personnes à vous regarder. Là, on est sur scène, les caméras sont braquées sur vous et les milliers de spectateurs vous observent. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu des bêtes de cirque, quoi. Mais c'est ce qui permet de valoriser le sport, en tout cas d'avoir cette mise en scène assez grandiose, quoi. Tu parlais d'être 2 joueurs sur scène. Alors, il y a une compétition sur laquelle, en fait, vous êtes des milliers. Je parle notamment de la Coupe du monde de fléchettes, donc qui se joue en équipe, dans laquelle tu représentes ton pays. Est-ce que tu peux nous parler de cette compétition un petit peu particulière, notamment par son format, en fait, collectif? Bien sûr, ouais, la Coupe du Monde, donc n'est pas à confondre avec les Championnats du Monde. La World Cup, donc c'est vraiment une compétition à part parce qu'on joue en double, donc à l'image du tennis, hein, c'est 2 contre 2. Chose très rare, ouais, aux fléchettes, en tout cas à haut niveau. Et donc là, c'est le seul moment un peu où on représente le pays. Parce que finalement, moi, quand je joue, on va dire, à titre perso, même si indirectement je représente la France, mais je joue sous mon nom. Là, on joue vraiment sous la bannière du pays. Et donc, on est 2. Et cette année, ça sera avec Jacques Labre. Et donc, ça va être notre 3e participation. Et les 2 premières années se sont relativement bien passées. On avait passé la phase de groupe. On s'est fait éliminer quand même par l'Écosse la première année, l'Angleterre la 2e année, donc qui sont les nations phares. Enfin, l'Angleterre, numéro 1 mondial, ils ont gagné cette année-là, l'année dernière. Et donc cette année, ouais, c'est de nouveau de toute façon à Francfort, chaque année. Et on a, pareil, plusieurs milliers de spectateurs sur place. C'est un événement majeur quand même dans l'année, pour tout le monde, et en tout cas tout joueur recherche à représenter le pays. Et nous, on a cette chance. En tout cas, moi, j'ai cette chance en France. On n'est pas nombreux à haut niveau. Donc, pour l'instant, j'y suis. Mais en tout cas, j'espère représenter le pays le plus longtemps possible. Bah, tu es notamment le seul joueur français à ce jour à avoir le statut professionnel, puisque Jacques a perdu le sien très récemment. Comment, toi, tu gères ce statut, du coup? Je suis très fier. Hein, j'aurais pas forcément imaginé ça il y a 10 ans. Enfin, déjà, je n'avais pas les clés, je connaissais pas les clés pour arriver là, mais de me retrouver du coup finalement tout seul à ce niveau-là, c'est un peu étrange, mais c'est une chance aussi parce que finalement les projecteurs sont braqués sur moi, donc c'est plus facile aussi pour attirer des partenaires, puis d'être médiatisé aussi. C'est peut-être pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Mais non, après, je suis très content. J'assume assez bien ce rôle. Enfin, je l'assume, je veux dire, j'endosse ce rôle. Et à la fois, ça me met une petite pression parce que j'ai envie de faire évoluer les fléchettes en France. Donc, c'est important que je performe. Et d'être cette tête de gondole, c'est important pour moi. Mais il ne faudrait pas que je me mette trop de pression non plus par rapport à ça. Donc, ça me stimule plus qu'autre chose. Et en tout cas, je profite de ce statut et j'espère que à l'avenir, je serai loin d'être le seul, quoi. On l'a vu, hein, les fléchettes sont de plus en plus médiatisées, notamment en France, via la diffusion gratuite, via la chaîne L'Équipe, où tu interviens notamment en tant que commentateur lorsque tu ne joues pas. Quel est ton regard, toi, sur cette médiatisation nouvelle et qu'est-ce que ça apporte, en fait, dans ton quotidien de joueur professionnel? C'est vrai que ça change tout. Et encore plus depuis que la chaîne L'Équipe retransmet en direct. Auparavant, c'était en décalé, donc on peut pas dire que c'était vraiment destiné au grand public. Les aficionados suivaient pas forcément sur la chaîne. Maintenant, ça le devient. La chaîne Équipe, c'est parfait. C'est une chaîne en clair, gratuite, donc accessible à tous. Ça aurait été sur une chaîne payante, pas sûr qu'on aurait parlé autant des fléchettes. Le championnat du monde,
il a lieu en décembre, à une période où il y a très peu d'autres sports de représentés à la télé. Je veux dire, à partir du moment où les gens découvrent ça à la télé, il y a une grande chance qu'il y ait une personne peut-être sur 10 qui accroche, quoi. Ce qui est drôle, c'est que les fléchettes, ça a toujours existé. Enfin, en France, il y a une fédération qui existe depuis 1976, donc c'est pas hyper récent non plus. Les fléchettes, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a déjà joué au moins une fois dans son garage ou dans un bar. Mais peu de gens, finalement, jusqu'à maintenant, savaient qu'il existait des compétitions. Et des compétitions de haut niveau, avec autant de ferveur. Donc ça a permis vraiment de mettre en lumière notre discipline et je le ressens au quotidien, les conséquences de ça. Hein. Rien que sur les réseaux sociaux, c'est des messages au quotidien. Évidemment, je peux plus trop me permettre de répondre à tout le monde, mais en tout cas, je sens une ferveur. Et puis par chez moi au niveau local, je peux dire que je suis devenu vraiment une star locale, quoi. Tout le monde me reconnaît, quoi. Chose qui n'était pas forcément vraie il y a des années, alors que je jouais déjà à un très bon niveau, mais j'avais juste droit à la couverture du journal local, par le correspondant. Voilà, là je sens que depuis quelques années, et encore plus voilà, maintenant, on a passé vraiment à un autre cap. Et voilà, ça m'est arrivé d'être invité sur les plateaux télé comme TF1. Et, voilà, ça arrive. Même chez Squeezie. Chez Squeezie, ouais, et ça fait déjà presque 2 ans maintenant, mais Squeezie, Domingo, Pierre Cross, tout ça. Donc ça, c'est cool. Et puis moi, je suis content. Enfin, je suis un peu has-been maintenant, à 35 ans, mais l'avenir, c'est la nouvelle génération. On a besoin de renouveler l'effectif et c'est pour ça que c'est important d'être sur ces canaux-là aussi. On ne peut pas évoquer cette médiatisation nouvelle sans parler du phénomène Littler. Évidemment, ce jeune phénomène britannique qui déchaîne les foules à travers le monde. Bon, sans revenir sur tous ces accomplissements récents, est-ce que toi, tu peux nous parler des différences que tu vois au quotidien au sein même du circuit et de votre sport en général? Des différences entre... Depuis qu'il est arrivé. Oui, bien sûr. Lui, il a contribué grandement à la hype en France. Hein, parce que justement, le fait d'avoir un gamin, on peut dire, de 17 ans, devenir champion du monde, et puis l'année d'avant, il a quand même été vice-champion du monde à 16 ans. Donc lui, à travers la planète entière, il a permis de mettre un gros coup de projecteur sur les fléchettes, et forcément en France aussi. Donc il y a cette diffusion des matchs, mais lui, il a contribué grandement par son talent naturel, sa bonhomie, et puis il révolutionne un peu le jeu parce qu'il tente des choses que seuls les experts comprendront, mais dans les combinaisons, les terminaisons, il est un des rares à tenter des choses que personne ne tentait avant, en fait. Donc, il apporte beaucoup de fraîcheur et il fait beaucoup de bien. Et en Angleterre, il y a beaucoup d'enfants qui s'identifient à lui. Et je ne sais pas en France si c'est le cas pour l'instant, mais voilà, Littler, c'est le nouveau phénomène. Et je pense que ça va le devenir pendant longtemps. Et toi, ton fils, il veut plutôt être Thibaut Tricol ou Luc Littler? J'espère pour lui, Thibaut Tricol. Et pour revenir à Littler, juste, est-ce que tu penses qu'il parviendra à dépasser le GOAT Phil Taylor? Difficile à dire, parce que effectivement, on pourrait croire, mais il y a quand même beaucoup de concurrence. Et on peut voir que le niveau se resserre quand même s'il a une petite marge, mais aux fléchettes, ça va très vite. On parle d'une discipline très psychologique. Donc, il peut très bien vaciller, très rapidement. Phil Taylor reste la légende. 16 titres de champion du monde, je ne suis pas certain que Littler y arrivera. Même s'il est très jeune, donc il a tout le temps d'y arriver. C'est très difficile à répondre. Mais potentiellement, il le peut, évidemment. Il a tout pour réussir. Après, est-ce qu'il ne va pas est-ce qu'il va pas être blasé, quoi? Parce que finalement, il est déjà millionnaire à 18 ans, donc évidemment, c'est pas forcément l'argent qui est toujours le leitmotiv, mais quand vous avez tout gagné, est-ce que vous avez encore cette force? Après, vous me direz,
Puis Taylor l'a eu, mais je trouvais qu'il avait aussi une marge plus élevée par rapport aux autres à l'époque. Lorsque l'on évoque des noms comme Littler ou Taylor, on évoque des joueurs qui gagnent quasiment tout le temps. Mais la réalité d'un joueur de fléchette professionnel, c'est pas vraiment celle-là. Et dans ton cas, il y a quand même plus souvent même des défaites que des victoires. Comment on gère ça? Bah c'est ça, ouais. Sur le circuit pro, on est 128 joueurs. Alors c'est peu, mais c'est beaucoup à la fois parce que, comme on peut le voir, un peu à l'image du tennis, j'ai envie de dire, bah, c'est toujours les mêmes qui raflent les trois quarts, quoi. Enfin, il y a une domination quand même du top 16 mondial. Surtout que nous, tout au long de l'année, on se retrouve tout le temps sur les mêmes tournois. Enfin, il y a même s'il y a des différences de catégorie, sur un tournoi basique, les 128 pros seront quand même là. Donc, pour un mec comme moi, ça laisse peu de chance quand même d'y arriver, même si ça reste un de mes objectifs à moyen terme. Hein, mais faut relativiser parce qu'en fait, c'est une chance inouïe d'être déjà sur le circuit pro. Parce qu'on est sur un cercle restreint à 128 joueurs. Et chaque année, on a allez, on va dire 1000 joueurs qui essayent d'entrer dans le circuit pro et il n'y a que 30 places accessibles. Et donc c'est une chance déjà. Et puis on peut, si on se débrouille pas trop mal, on peut quand même gagner un peu d'argent sans aller au bout d'un tournoi. Donc effectivement, si on enchaîne défaite sur défaite pendant 6 mois, ça me paraît compliqué. Mais après, il faut se servir de tous les bagages qu'on a et qu'on a accumulés. Enfin, voilà, moi, je suis pas arrivé, j'ai pas débarqué dans ce monde-là du jour au lendemain, comme je disais. Donc, tout ce que j'ai vécu avant m'apprennent énormément et me permettent justement de prendre ça avec philosophie, quoi. Les défaites font partie du jeu et hormis Littler qui a gagné assez rapidement, la plupart des joueurs sont passés par une phase aussi de non-résultat. Enfin, ça a été c'est un long cheval de bataille, quoi. On sent une vraie capacité chez toi à relativiser. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es fait aider notamment par un coach mental? On sait que c'est assez présent sur le circuit, notamment pour les tout meilleurs. Est-ce que tu y as eu recours ou est-ce que tu y penses pour la suite? Ouais, alors plus ou moins, mais comme je suis pas très assidu pour ça, je peux pas dire que ça m'a apporté énormément. J'ai toujours misé beaucoup sur l'expérience de jeu. Mais je devrais sans doute dans le futur pour passer encore un cap. Mais ça fait pas si longtemps que ça que je relativise l'événement en fait. C'est parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi je me mettais des fois dans des états un peu colériques ou défaitistes. Enfin, je veux dire, et j'ai essayé de comprendre que le négatif attirait le négatif. Donc j'ai essayé de retourner la situation et voilà. J'essaie de toujours trouver du positif même dans une défaite. Et c'est ça qui me fait avancer. Plus tôt dans l'interview, on évoquait ton pari sur l'avenir au moment de te consacrer pleinement aux fléchettes. Considères-tu que ce pari est gagnant à ce jour? Oui, oui, bien sûr. Sans prétention, ce que j'ai fait là maintenant, enfin jusqu'à maintenant, personne ne l'a fait en France. Donc il est déjà gagné, même si je ne peux pas me contenter de ça parce que à un moment donné, il va falloir, il faut montrer que je suis un compétiteur et que je suis capable de gagner, d'aller au bout d'une grosse compétition. Donc le pari est à moitié réussi. Ok, et quels sont justement tes objectifs pour la suite? À horizon 2025, ça serait de gagner un premier grand tournoi ou est-ce que tu as des objectifs plus modérés? J'aimerais bien d'ici un an, déjà à court terme, c'est conserver cette Tour CAN, donc cette licence professionnelle, parce qu'il faut savoir que au bout de 2 ans, sur les 128 joueurs, les 64 derniers sont évincés. Donc il y a une pression constante qui fait que on est toujours alerte, hein, ce qui fait que ça maintient un niveau global assez important. Donc là, actuellement, à l'heure que je vous parle, je suis 65e, donc je suis pas loin de la vérité, mais j'ai encore une petite marche à franchir. Non, après, à moyen terme, j'aimerais vraiment gagner déjà commencer par gagner un Player Championship, qui est un tournoi à huis clos. Je pense vraiment que je suis capable parce que l'année dernière, j'ai fait une demi en perdant la belle. J'ai dû faire 2 quarts de finale. Donc je suis vraiment pas loin. Et
vous voyez, à moyen terme, on va dire long terme, ça serait m'installer dans le top 32. C'est assez ambitieux, mais c'est comme ça qu'on avance. Donc, et pourquoi pas aller dans 10 ans être champion du monde, mais il faudrait peut-être que je casse le bras de Luc Dickler d'ici là. Si tu remportes ton premier PR Championship, on verra un beau maillot orné du logo du FC Lorient et peut-être d'un patch Winamax. Comment tu en es arrivé à faire des collaborations avec des marques liées au sport en général, notamment aussi pour le football, et c'est quelque chose que tu aimes naturellement? C'est très récent, hein, tout ça. Ça, même Lorient, c'est récent parce que justement, depuis plusieurs mois, un an, on a cette tendance pour les fléchettes. Donc, les fléchettes, en plus, c'est un sport anglo-saxon. Le football l'est aussi. Donc, il y avait du sens, en tout cas, d'avoir une cohabitation. Voilà, Winamax, on est sur des marques modernes, dynamiques, à l'image de ce qu'est la PDC actuellement. Donc voilà, après, on a une ferveur, enfin, voilà, les nouvelles générations s'intéressent beaucoup aux fléchettes, donc ça avait du sens, en tout cas, de se retrouver en partenariat avec des marques investies dans le sport. Voilà, les fléchettes ne sont pas encore reconnues, mais on peut dire que officieusement, ça l'est, quoi. Avant de te quitter et de te laisser vaguer à ton emploi du temps de ministre, où est-ce qu'on peut avoir l'occasion de lancer quelques fléchettes avec toi? Parce qu'on m'a murmuré qu'il se pourrait qu'on puisse te croiser notamment au Sismix. Oui, alors il faudra aller au Maroc, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, j'espère que je pourrai jouer aussi en France, mais ça, il n'y a pas de tournoi international pro, en tout cas en France. Donc, en parallèle du circuit, je réalise des fois des démonstrations, initiations. C'est assez rare, mais souvent c'est dans le cadre de partenariats finalement, et ce qui va se passer avec Winamax hein, au cours des prochains mois. Et l'idée, oui, c'est aussi de développer les fléchettes par ce biais. Et donc voilà, ouais. Et puis il y a quand même quelques projets là, en cours, des gros projets d'événements accessibles à tous, où on va retrouver aussi cet esprit à la fois de tournoi amateur et après de soirées gala avec des pros. Enfin, et en tout cas, on a tous les éléments pour développer les fléchettes, et Winamax fera partie des acteurs de ce projet.